Oui, petite question là concernant l'Europe. Je suis, comme vous, un anti-européen convaincu depuis très longtemps. Je suis un anti-européen convaincu depuis très longtemps. Avec un détail près, c'est que je suis redevenu plutôt pro-européen très récemment, parce que j'ai estimé, en étant toujours anti-européen convaincu, qu'on est comme sur le Titanic à 10 heures du soir. Et comme j'aime bien vivre, je préfère couler avec tout le monde entre 1h et 2h du matin en jouant du piano et en buvant un coup, plutôt qu'à sauter du bateau dans l'eau glacée à 10 heures du soir. Pour être un peu plus sérieux dans ma question et pour avoir une réponse vraiment précise sur ce point qui me paraît important, il y a deux choses au niveau de l'Europe. Il y a le compte d'exploitation annuel et il y a le bilan. Sur le compte d'exploitation annuel, effectivement, dès qu'on sort de l'Europe, comme on est plus contributeur que recevoir, instantanément, le bénéfice est favorable. Cependant, on a tellement de dettes au niveau de la France, et comme vous le savez, toutes les banques de France sont à trésorerie le soir à zéro pour remonter les fonds à la BCE. En clair, les dettes sont tellement importantes qu'on n'a plus les moyens de sortir de la Banque Centrale Européenne et on n'a plus les moyens de sortir de l'Europe. Donc pour moi, la situation est assez dramatique. Voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis sur se dire quelle est la marge de manœuvre réelle dont on dispose aujourd'hui. Alors c'est une très bonne question, bien entendu. Plus le temps passe, et plus ça va être difficile. La sortie de l'Europe va être difficile. Par rapport au Brexit, on a un avantage et un inconvénient. L'avantage que nous avons, c'est qu'on n'a pas levé la question de l'Irlande du Nord, qui est une espèce de caillou dans la chaussure du gouvernement de Londres depuis le début. Je rappelle qu'il y a eu un accord qui a mis fin à la guerre civile qu'il y avait dans l'Ulster, dans l'Irlande du Nord. Et cet accord, c'était l'accord de, je sais plus quoi, la Saint-Valentin, non, la Saint, je sais plus quoi, qui a jeté les bases dans la fin des années 70, au début des années 80, faudrait que je revoie les dates, qui a jeté les bases d'un compromis et qui est fondé notamment sur la libre circulation entre les deux parties de l'Irlande. Et puis la sortie du Brexit la sortie de l'Union européenne pose un problème parce que la République d'Irlande reste dans l'Union européenne alors que l'Ulster sort de l'Union européenne. Et l'idée que donc là il y a un problème de frontières. Voilà. Alors justement, la guerre civile avait été résolue par la suppression des frontières. Donc il tourne autour de ça depuis des mois, des années. Puis vous avez Bruxelles qui essaye de semer la zizanie. Donc nous on n'a pas ça. Donc plus exactement, ce problème-là se retrouverait uniquement dans l'île de Saint-Martin, aux Antilles, qui est une petite île partagée entre les Pays-Bas et la France. Vous le savez peut-être. Enfin bon. On n'imagine pas des gros trafics de marchandises passant par l'île de Saint-Martin. C'est quasiment impossible. C'est par ailleurs l'île de tous les trafics. Enfin bon. Donc nous, on n'a pas ça. En revanche, c'est vrai que nous, on a le problème de l'euro par rapport au Royaume-Uni qui, sagement, selon leur grande politique, les Anglais, c'est un grand peuple qui, avant d'entrer dans l'euro, ont adopté la politique du wait and see. Attendre et voir. So they have waited and they have seen. Ils sont bien contents de ne pas être entrés dans l'euro. Je vous observerai d'ailleurs que d'autres peuples qui normalement devraient entrer dans l'euro ne sont toujours pas entrés dans l'euro. La Suède, qui est donc dans l'illégalité constitue, du point de vue des traités, mais aussi la République tchèque, mais aussi la Pologne, etc. Alors nous, on a un problème avec l'euro, c'est vrai, qui s'est aggravé avec l'endettement. Donc le moment de la sortie de l'euro, il y aura des moments difficiles. Cela étant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la France est un grand pays. Et les marchés financiers ne sont pas des émotifs. Enfin, s'ils peuvent être émotifs, mais c'est quand même fondamentalement la rationalité. Donc il peut y avoir des mouvements erratiques contre la France, contre le franc, par exemple. Ça peut être tout à fait envisageable. Mais ça n'a qu'un temps. Après, il y a le principe de realpolitik qui s'applique. Une fois, j'avais débattu à l'université de Compiègne avec un fou furieux, un professeur de l'université qui était un ultra européiste, et qui me disait « Mais si la France sort de l'euro, notre monnaie va perdre 80%. » C'est une connerie. Tout simplement, je lui avais dit à peu près dans ces termes. Aujourd'hui, on sait que si l'euro explosait, on peut savoir ça à partir des soldes dits Target 2, de la solde cumulée de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Vous avez, ceux qui ne sont pas familiers de ça, peuvent aller sur Wikipédia. Je vous conseille, non pas Wikipédia France, qui est en général le plus pourri, mais je vous conseille Wikipédia en allemand. Bon, il faut savoir un peu parler allemand, ou alors vous faites une traduction par Google, mais c'est quand même celui qui est le mieux fait sur Target 2. C'est l'accumulation des soldes créditeurs de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. À partir de ça, on sait quoi ? On sait notamment que si l'euro explose, le nouveau Deutschmark devrait à peu près prendre 30 à 40% par rapport à la valeur de l'euro, la valeur actuelle de l'euro vis-à-vis du dollar. Si on parle sur le principe d'un Deutschmark égale un euro au moment de l'explosion. Et on sait que le franc perdra à peu près 15 à 18%.
La drachme grecque, moins 50%, peut-être moins 60%. Donc ça, c'est les évolutions à moyen et long terme. Donc on aura une baisse de l'euro, du franc, mais qui n'est pas dans les proportions de 80%, parce qu'il y a tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Si demain on avait une monnaie qui perdait 80%, il se passerait que tous les produits français deviendraient hyper attractifs dans le monde entier. Les japonaises, les hongkongaises, les chinoises, les thaïlandaises, les sud-coréennes se précipiteraient sur les sacs Vuitton, Hermès, etc. Il y aurait une demande folle. Donc une demande folle de francs. Et là, je prends un exemple, ça serait pareil sur les produits, les automobiles, enfin la France produit encore un certain nombre de choses, les produits agroalimentaires. Et donc il y aurait une demande telle de francs que ça ferait remonter le franc jusqu'à à peu près à cette baisse de moins 18 à moins 20. Alors par ailleurs, la dette, on a une dette, je n'y suis pour rien. On a une dette. Nous, dans le programme que j'ai prévu, il y a l'idée de réunir les créanciers de la France et de leur demander, bon, on fait quoi? Et je ne vois pas pourquoi on serait dans une situation plus difficile que la Grèce, puisque nous avons une dette qui représente 112% du PIB, alors que la Grèce, lorsqu'elle a négocié, avait 160% du PIB d'endettement. Je ne vois pas pourquoi on aurait forcément des marchés financiers ou une troïka qui serait beaucoup plus agressive que nous, sauf pour des motivations politiques, mais dans lesquelles je ne crois pas trop, si les Français décidaient massivement de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc on essaierait de négocier comme l'ont fait les Grecs, avec un rééchelonnement des dettes, avec un abandon de créances. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des abandons de créances aussi. On demandera un reprofilage de la dette française. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas du tout certain qu'il y aura une opposition politique des autres pays. L'Allemagne est très inquiète aussi. Parce que ils ont toujours été inquiets, les Allemands, je le rappelle, dans l'affaire de l'euro. Les Allemands considèrent, à tort ou à raison, que les pays du sud de l'Europe sont des gens foutres. Bon. Ils ont appelé ils avaient des acronymes mignons pour désigner ça. Les PIGS. C'est Portugal, Italie, Greece, Spain. Les Allemands, nos amis allemands, appellent ça les PIGS. PIGS, ça veut dire les cochons en anglais. Ils ont appelé ça aussi les Gypsies. Greece, Italie, Portugal, Ireland et Spain. Donc ça veut dire les Romanichels, en y ajoutant l'Irlande. Ils se sont toujours beaucoup méfiés de la France, qui considère comme un pays superficiel, avec des gens... Le coq gaulois, enfin on a une réputation bimillénaire. Gallus, qui est devenu... C'est sous Louis-Philippe qu'on a pris l'emblème du coq. Mais enfin, vous savez ce que le coq, il fait cocorico alors qu'il a les pieds dans la merde. Donc ça, c'est la réputation que l'ont les Français. Et donc ils sont très inquiets de cette situation. Et ils ont l'inquiétude de voir que si la France est irréformable, tout ça, ça va un jour se terminer par l'effondrement de Target 2, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, la Banque centrale allemande a accumulé, pas seulement les Allemands, c'est aussi vrai du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Finlande. Ce sont les 4 pays qui ont un solde de Target 2 très très positif. La Bundesbank allemande a des créances considérables sur les banques centrales des pays du Sud. Avant l'euro, il y avait à peu près... excusez-moi, oui, c'est ça. Au début de l'euro, le bilan de la Bundesbank, c'était de l'ordre, je crois, de 250 milliards d'euros. Maintenant, c'est à plus de 1000 milliards d'euros, dont 750 milliards d'euros de créances sur la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, la Banque de Grèce. Si un jour, ça peut arriver, l'une de ces banques centrales tombe en faillite, ça veut dire qu'il y a des milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale allemande qui tombent en faillite. Et ça, c'est un truc que les Allemands... Alors, pour eux, ils sont dans une crise de catalepsie, parce que pour eux, c'est 1923. C'est-à-dire l'effondrement de la monnaie allemande, avec, vous savez, on allait chercher avec une brouette, on allait chercher un bretzel avec une brouette de billets, et puis on revenait avec la même brouette, parce qu'entre-temps, le prix du bretzel avait été multiplié par 100. Ça a fait l'arrivée d'un petit moustachu qui s'appelait Adolf Hitler. Donc les Allemands, pour eux, la valeur de la monnaie, c'est quelque chose d'absolument fondamental, et ils sont extrêmement inquiets de l'évolution de la situation avec ces soldes de Target 2. Donc en fait, les Allemands, ils voudraient, et d'ailleurs au moment de la crise en Grèce, ils voulaient dégager la Grèce de l'euro, sauf qu'il n'y a pas de prévu, il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. La seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Donc il n'est pas du tout certain que les Allemands verraient avec défaveur un gouvernement, un nouvel exécutif en France, de gens qui prennent les choses à bras-le-corps et qui disent, bon, c'est une monnaie qui n'est pas viable, comme toutes les monnaies, j'ai fait des conférences, fait des années, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Toujours. Bon. Et ce qui reste à exploser, c'est le franc CFA, mais enfin, c'est bien parti pour. Donc, c'est comme ça. Lorsque l'Union soviétique a explosé, le rouble a explosé, et puis il y a eu 15 monnaies nationales. Toute l'histoire récente des monnaies mondiales, c'est ça. Hein. Lorsque la Tchécoslovaquie s'est dissociée, il y a eu la couronne tchèque, la couronne slovaque. Lorsque le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan du Nord, c'est le pays le plus pauvre du monde, paf, il a créé sa propre monnaie nationale. Donc nous vivons l'époque lorsque l'Empire des Habsbourg, en 1918, lorsque l'Empire ottoman, en 1911, en 1918 également, a explosé, ça a été à chaque fois des monnaies nationales.
Donc les Allemands, plutôt que de rester dans un truc qui n'est pas viable sur long terme, je pense qu'ils préféreraient gérer en bonne intelligence la sortie de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'ils pourraient suspendre la circulation des mouvements de capitaux. Au moment de la crise à Chypre, où il y a eu une fuite totale des capitaux à Chypre. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça a été, il y a 2 doigts que Chypre sorte de l'euro. D'un seul coup, il y a eu la suspension de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que les pays de l'Union européenne sont tombés d'accord pour ne plus appliquer tous ensemble un article des traités. Donc là, c'est pareil. Si la France annonce qu'elle va sortir de l'euro, il y aura des mouvements spéculatifs, bien sûr, qui d'ailleurs remonteront avant les élections. Parce que les gens, si les marchés financiers se rendent compte qu'un parti peut arriver au pouvoir à Paris pour sortir de l'euro, il y aura des attaques contre le franc qui se traduiront en fait par une montée des taux d'intérêt sur les obligations françaises, puisqu'on est dans l'euro. Mais là, au moment de la sortie de l'euro, il suffira, en bonne intelligence avec les autres pays, de bloquer la libre circulation. Nous, on a toujours dit qu'on ferait 1 euro égale 1 franc, du moins jusqu'à un certain montant. Parce qu'on peut faire des convertibilités par palier. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la fin de l'Allemagne de l'Est et la disparition de l'Ostmark, du mark est-allemand, qui s'est fusionné dans le Deutsche Mark, dans le mark ouest, les Allemands ont offert un immense cadeau aux 16 millions d'Est-Allemands. Ils ont converti 1 mark Est égale 1 mark Ouest, alors que ça valait quelques centimes. Mais ils ont fait ça jusqu'à l'équivalent, je crois, de 150 000 euros, quelque chose. En revanche, pour les plus gros comptes, là, c'était pas le même taux de change. Donc là, on fera un truc du même genre, certainement, pour préserver les économies des Français dans un premier temps, et après on laissera évoluer la monnaie française. Et comme je le disais, il y aura certainement des attaques spéculatives si on rouvre les marchés financiers, mais ça ne va pas perdre 80%, ça perdra 15%, 20%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des effets positifs et négatifs, comme toute chose en ce bas monde, et en particulier en économie. C'est-à-dire que vous aurez les importations qui coûteront 15% plus cher, par exemple l'essence, qui coûtera 15% plus cher. Mais on peut atténuer ça parce que vous savez que dans le prix de l'essence à la pompe, il y a 50%, c'est des taxes. Et puis on a déjà vu des phénomènes beaucoup plus importants. L'euro était monté jusqu'à 1,60 $ et puis a été descendu à 0,85 $. Donc ça, le prix des hydrocarbures varie beaucoup. Donc 15%, je ne dis pas que c'est rien, mais c'est quelque chose qui reste gérable et dont on peut amortir le coût pour la population avec, justement, diminuant la fiscalité temporairement là-dessus. Mais il y a aussi un autre phénomène. Les exportations coûteront moins cher de 15%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos exportations vont bondir. Parce qu'actuellement, on dégage des déficits commerciaux effarants, de l'ordre de, sous mémoire, 174 milliards d'euros, il me semble, au cours de l'année 2022. C'est le plus important déficit commercial depuis Vercingétorix, c'est l'histoire de France. Donc on dégage des déficits commerciaux qui sont camouflés par le fait qu'on est dans la même zone que l'euro. Mais si on sort de l'euro, eh bien, ce déficit commercial va se résorber progressivement, peut-être même jusqu'à retrouver la parité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un déficit commercial, ça veut dire qu'on crée du chômage en France, qu'on importe du travail effectué à l'étranger. C'est ça que ça veut dire. Mais si on a des exportations supérieures aux importations, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on crée du travail en France et qui est financé par l'étranger. Donc, M. Macron, ces jours-ci, engueulait les chefs d'entreprise en disant « il faut se réveiller, les gars, on est à 7,4% de taux de chômage ». En fait, c'est un taux très, très sous-évalué. C'est le seul taux des chômeurs de catégorie A. Ça ne comprend pas les chômeurs de catégorie B, C, D, etc. Et bon, et puis en plus, il y a les stages parking, il y a les trucs, les machins. Bon, c'est ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Mais on aura un boom des exportations et des embauches. Et ça, c'est important. Et alors, il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, je ne veux pas m'éterniser sur cette question, c'est que d'abord, nul n'en sait rien, en fait, comment ça se passera. Il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, c'est que il y a des gens qui me disent souvent « mais vous vous rendez compte si on sort de l'euro ?» Et je leur réponds « mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Vous vous rendez compte si on sort de l'Union européenne, mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que en ce moment, c'est une course de vitesse. Parce que les 7 pays qui vont entrer avec l'Ukraine, on va être saignés à blanc. Vraiment. Je l'ai dit, c'est la destruction de l'agriculture. Enfin, il y a urgence, c'est l'urgence absolue. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment, il faut avoir cette notion d'urgence, d'urgence. C'est pas moi qui le dis. Il y avait un prix Nobel d'économie qui s'appelait, d'un Américain, Joseph Stiglitz, qui a dit il y a 20 ans, les premiers qui sortiront de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. 20 ans, Américain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, mais une deuxième question que je leur pose, je leur dis, mais pour vous, sortir de l'euro et revenir au franc, avoir un nouveau franc, c'est très inquiétant. Ils me disent oui.
Je dis, mais quand on a quitté le franc pour avoir l'euro, c'était comment? C'était pas inquiétant? Ah ben non. Et pourquoi c'était pas inquiétant? Ben, je sais pas. Je dis, parce que les médias, vous avez dit que c'était pas inquiétant. Les médias, vous avez dit que ça serait formidable. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est la source d'information. Ça, c'est mon deuxième point. Et il y en a un troisième en bonus, pour répondre à votre question, qui est une question importante. Mais vous ne méprenez pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent. Le troisième point, c'est que il y a cette belle parole qu'on trouve dans les évangiles, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie toujours, toujours. L'économie n'est pas une science exacte. Et vous allez peut-être remarquer un truc, c'est que les prévisions économiques sont quasiment jamais validées par les faits. Enfin, c'est très très rare qu'une prévision économique soit validée par les faits. Voilà. Parce que, ah bah oui, on n'avait pas pensé à ça. Ah oui, mais là, ça s'est passé différemment. Oui, on avait surestimé tel facteur. Oui, mais tel autre, etc. Donc voilà. Et il y a un facteur qui n'est jamais pris en compte, c'est le facteur humain. Voilà. Et là, j'en reviens à De Gaulle. C'est que tous les grands redressements nationaux se sont toujours produits sur quelque chose d'immatériel qui s'appelle l'amour de la patrie. Les grands redressements nationaux sont toujours produits là-dessus. De Gaulle a réussi à rétablir la France, après le 4e République, c'était pas brillant, en quelques années, parce qu'il avait un effet d'entraînement. Parce que les Français savaient qu'avec les qualités et les défauts de ce personnage, qui a mal géré l'affaire algérienne, c'est un euphémisme, ça s'est très mal, finalement ça s'est mal terminé, qui était un personnage raide, issu du 19e siècle, qui a commis une erreur énorme, qui a été de ne pas assurer sa succession, etc. Mais De Gaulle, c'est quand même quelqu'un, même ses plus grands opposants savaient que c'était quelqu'un qui se battait pour leur pays. Et à partir du moment où les Français auraient le sentiment qu'ils ont un chef d'État qui se bat pour la France, ça change tout. Ça change tout, parce que vous avez ce phénomène d'imitation. On ne peut pas diriger un pays contre lui-même, on ne peut pas diriger un pays avec quelqu'un dont les Français pensent qu'il se fout d'eux et qu'il dirige ça pour le compte d'autrui. Voilà, l'idée, c'est que si on enlève le torchon bleu aux étoiles d'or et qu'on remet le drapeau bleu-blanc-rouge, si on réenseigne aux Français l'histoire de France, il y a un travail énorme à faire en matière d'éducation. Si les Français ont le sentiment d'avoir des gens compétents à la tête de l'État, honnêtes, et qui ne font pas ça pour s'en foutre plein les fouilles, je suis persuadé que notre pays peut se redresser, il l'a maintes fois prouvé.